Bonjour à tous et bienvenue dans les essentiels, former des images, décrire la lumière comme un flux de photons. Nous verrons dans une première partie comment former des images, le fonctionnement d'une lentille convergente, ainsi que le fonctionnement de la lunette astronomique. Dans une deuxième partie, nous décrirons la lumière comme un flux de photons. Nous commencerons par expliquer l'effet photoélectrique, les transitions énergétiques au niveau de l'atome, et le fonctionnement d'une cellule photovoltaïque. Tout d'abord, la lumière peut être décrite par différents modèles. Le modèle géométrique est utilisé en optique pour construire les images avec le modèle du rayon lumineux. La lumière peut être décrite comme une onde avec une période, une fréquence, une vitesse, une longueur d'onde et peut aussi être décrite comme une particule, le photon. Tous les modèles coexistent et rendent compte de la nature singulière de la lumière. Une analogie, en fonction de l'expérience réalisée, se révélera un aspect de l'objet que j'étudie. Si je fais passer un objet par une ouverture rectangle, je peux croire que l'objet est un rectangle. Et si je réussis à faire passer ce même objet à travers une ouverture circulaire, je dois trouver une structure de l'objet qui corresponde à la fois aux propriétés d'un rectangle et aux propriétés d'un cercle. Il s'agit d'un cylindre. La lumière est à la fois une onde et une particule. Pour former des images, on peut utiliser une lentille convergente. C'est ce qu'on utilisera dans la lunette astronomique. Une lentille convergente, aussi appelée lentille à bord mince, a le même fonctionnement qu'une loupe. Pour construire l'image A'B' d'un objet AB à travers une lentille convergente, c'est le symbole de la lentille convergente, on construira trois rayons particuliers. Un rayon parallèle à l'axe optique qui ressortira par le foyer image de la lentille. Un rayon qui passe par le centre optique de la lentille et qui ressortira sans être dévié. Et un rayon qui passera par le foyer objet et qui ressortira de la lentille parallèle à l'axe optique. Ces rayons lumineux se croisent en un point B', qui est l'image de B par la lentille convergente. Remarque, on a choisi trois rayons particuliers parmi l'infinité de rayons lumineux qui partent du point B. On peut retrouver la position de l'image grâce à la formule de conjugaison. 1 sur valeur algébrique de OA' moins 1 sur valeur algébrique de OA égale 1 sur F', F' étant la distance focale de la lentille, notée valeur algébrique OF'. Les valeurs algébriques sont comptées positivement vers la droite et vers le haut. Ainsi, dans notre exemple, OA en valeur algébrique est négatif. AB en valeur algébrique est positif, A'B' est négatif et OA' est positif. Le grossissement se calcule par la formule G égale taille de l'image en valeur algébrique A'B' divisé par taille de l'objet AB en valeur algébrique. Sur notre exemple, valeur algébrique de A'B' égale moins 1,5, valeur algébrique de AB égale 1, notre grossissement est égal à moins 1,5. Lorsque le grossissement est négatif, cela signifie que notre image est renversée. Et lorsque notre grossissement est inférieur à 1 en valeur absolue, cela signifie qu'on a en fait un rétrécissement de notre image. L'œil peut être modélisé de manière simplifiée par une ouverture, la pupille, une lentille convergente, le cristallin, et un écran, la rétine, sur laquelle va se former l'image. L'image formée sur la rétine est donc bien plus petite que l'objet et renversée. Deux constructions très utiles à connaître pour la lunette astronomique, l'image d'un objet à l'infini et l'image d'un objet situé dans le plan du foyer objet. Les rayons provenant d'un objet à l'infini sont parallèles. Ici, on a un objet à l'infini orienté dans la direction de l'axe optique. Tous les rayons lumineux vont converger au point B' qui se situe sur F', foyer image de la lentille. Lorsque l'objet à l'infini forme un certain angle avec l'axe optique, on peut construire deux rayons particuliers, celui qui passe par F et qui ressortira parallèle à l'axe optique, et celui qui passe par le centre optique et qui ressort sans être dévié. Ces deux rayons se coupent en B' dans le plan du foyer image. On retiendra que l'image d'un objet à l'infini se forme dans le plan du foyer image. En pratique, on peut trouver la distance focale d'une lentille en cherchant
la position de l'image d'un objet à l'infini avec un écran. Lorsqu'on forme l'image d'un objet situé dans le plan du foyer objet, on construit de la même façon deux rayons particuliers et on constate que l'image est formée à l'infini. Les rayons sortent parallèlement de la lentille. En pratique, on va placer son œil en sortie de lentille pour observer l'image à l'infini. Les rayons lumineux à l'infini entrent dans l'œil au niveau du cristallin et le cristallin fait converger tous ces rayons lumineux sur la rétine lorsque l'œil est au repos. Une lunette astronomique sert à observer des objets lumineux éloignés. On considérera donc qu'ils sont à l'infini. Elle est constituée de deux parties, l'objectif du côté de l'objet et l'oculaire du côté de l'œil. Nous étudions ici les lunettes astronomiques afocales. Les rayons qui arrivent de l'infini sur l'objectif ressortiront de l'oculaire à l'infini. Donc ici on a l'objet à l'infini avec des rayons parallèles, l'objectif du côté de l'objet et du côté de l'oculaire, les rayons ressortent à l'infini et on place simplement notre œil de ce côté-là et l'image va se former sur notre rétine sans qu'on ait besoin d'accommoder. Le principe de fonctionnement de la lunette astronomique. Pour que la lunette soit afocale, il faut que le foyer image de l'objectif et le foyer objet de l'oculaire soient confondus. F'1 et F2 sont confondus. La distance entre l'objectif et l'oculaire est donc égale à F'1 plus F'2. Au niveau de la construction, si l'objet est à l'infini, alors l'image de cet objet par l'objectif, la première lentille L1, se trouve dans le plan foyer image. C'est une image qu'on dira intermédiaire. On ne va pas l'observer sur un écran puisqu'elle se trouve dans la lunette astronomique. Et cette image intermédiaire se trouve être l'objet par rapport à la deuxième lentille L2. Donc cet objet B1 se trouve dans le plan focal objet de la lentille L2. Son image se formera à l'infini. Pour la lunette astronomique, on parlera de grossissement angulaire. Il faudra que l'angle d'observation avec la lunette astronomique soit plus grand que l'angle d'observation sans lunette astronomique. Comment définit-on un angle d'observation ? Lorsque j'observe un objet à l'infini, je l'observe depuis une distance d très grande et je l'observe sous un certain angle alpha. Je vais pouvoir réaliser l'approximation des petits angles. La distance petit d de l'objet est très petite devant la distance grand D à laquelle je l'observe. Ainsi, je peux dire que tangente alpha, c'est à peu près égal à alpha. Et dans ce schéma, tangente alpha, c'est le côté opposé, petit d, divisé par le côté adjacent, grand D. Ainsi, mon angle d'observation pour un objet à l'infini, c'est alpha égale petit d sur grand D. Les deux distances seront dans la même unité et alpha sera en radians. Le grossissement angulaire de la lunette astronomique, grand G, est égal à alpha prime, l'angle d'observation avec la lunette en radians, divisé par alpha, l'angle d'observation sans lunette, en radians, celui dont on vient de parler ici. On peut démontrer que le grossissement alpha' sur alpha est aussi égal à f'1, la distance focale de l'objectif, divisé par f'2, la distance focale de l'oculaire. On va considérer deux triangles rectangles à l'intérieur de la lunette astronomique. L'angle d'observation alpha, sous lequel j'observe l'objet sans lunette astronomique, se retrouve ici, de l'autre côté, avec le rayon lumineux qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié. Si je réalise l'approximation des petits angles, tangente alpha, c'est égal au côté opposé sur le côté adjacent, c'est-à-dire cette distance f'1' B1 divisée par f'1, la distance focale de la lentille L1. De la même façon, l'angle alpha' sous lequel j'observe mon image à travers la lunette astronomique se retrouve ici, avec le rayon qui passe par le centre optique et n'est pas dévié. Dans l'approximation des petits angles, tangente alpha' est égale à alpha' est égale au côté opposé, f'1' B1, divisé par f'2, la distance focale de la lentille L2. Alors, en appliquant la formule du grossissement, alpha' sur alpha,
je remplace alpha' ici par f1'B1 divisé par f'2 et je divise par alpha, je prends donc l'inverse ici, f'1 divisé par f1'B1. Cette distance ici, f1'B1, s'annule. Et il me reste bien f'1 divisé par f'2. Si on veut que la lunette astronomique grossisse notre perception de l'objet, il faudra que f'1, la distance focale de l'objectif, soit plus grande que f'2, la distance focale de l'oculaire. Réalisons un petit exercice. Le 25 juillet 1610, Galilée parvient à observer les anneaux de Saturne avec sa lunette astronomique. Sur le schéma, on représente Saturne avec ses anneaux, la distance grandée d'observation et l'angle alpha sous lequel on observe sans lunettes astronomiques. On nous donne la distance d'étude entre la Terre et Saturne en kilomètres et le rayon des anneaux de Saturne en kilomètres. Tout d'abord, calculer l'angle d'observation à l'œil nu alpha. On écrit que dans l'approximation des petits angles, alpha c'est tangente alpha et c'est donc 2r divisé par grand D. Comme les deux distances sont en kilomètres, on trouve l'angle alpha en radians. L'angle minimal d'observation d'un objet pour l'être humain est 3 fois 10 puissance moins 4 radians. Expliquez pourquoi les anneaux de Saturne n'ont pu être observés avant 1610. Si notre angle alpha est de 7,22 10 puissance moins 4 radians, c'est l'angle d'observation de Saturne avec ses anneaux. On voyait donc à l'œil nu l'ensemble comme un seul objet, car l'angle d'observation des anneaux seuls est inférieur à 3 fois 10 puissance moins 4 radians. Ici, on pouvait voir Saturne avec ses anneaux, mais on ne pouvait pas percevoir simplement les anneaux. On souhaite observer l'image à travers la lunette avec un angle alpha' égale 0,10 radians. Calculer le grossissement G nécessaire. On écrit donc notre formule, alpha' divisé par alpha. On remplace alpha' par 0,10, alpha par l'angle qu'on a obtenu précédemment et on trouve un grossissement de 138. Exprimer le grossissement en fonction des distances focales de l'objectif et de l'oculaire. On a donc dit que le grossissement, c'est la distance focale de l'objectif du côté de l'objet, divisé par la distance focale de l'oculaire. Sachant que l'oculaire a une distance focale de 2 cm. Calculer la distance focale de l'objectif et en déduire la dimension de la lunette. Donc, puisqu'on connaît le grossissement qui est de 138, qu'on connaît la distance focale de l'oculaire qui est de 2 cm, on en déduit la distance focale de l'objectif qui est le grossissement fois la distance focale de l'oculaire. On trouve notre résultat en centimètres. La dimension de la lunette, c'est la distance focale de l'oculaire plus la distance focale de l'objectif. On a une lunette de 2,8 mètres. Intéressons-nous à décrire la lumière par un flux de photons, de particules donc. Tout d'abord, le modèle ondulatoire de la lumière est validé par les expériences de diffraction, d'interférence et d'effet Doppler. On a la relation qui va nous servir. Lambda, la longueur d'onde en mètres, est égale à c, la vitesse de l'onde, fois t, la période temporelle, ou est égale à c divisé par nu, la fréquence. Dans ce chapitre, on notera la fréquence nu. C'est exactement la même chose que ce qu'on a fait précédemment avec la fréquence f. Elle est donc en Hertz lorsque la période est en secondes. L'effet photoélectrique est une expérience qui a permis de valider le modèle particulaire de la lumière. Qu'a-t-on fait? On a bombardé les atomes d'un métal avec de la lumière. Lorsque l'énergie fournie aux électrons de l'atome est suffisante, les électrons sont éjectés de l'atome et peuvent produire un courant électrique. On observe que pour certains métaux, quelle que soit l'intensité de la lumière fournie, seuls les rayonnements ultraviolets et inférieurs en longueur d'onde ou supérieurs en fréquence permettent l'éjection des électrons du métal. L'interprétation d'Einstein en 1905 est qu'il postule que l'énergie de la lumière est quantifiée. Chaque particule de lumière, appelée photon, transporte une quantité d'énergie qu'on appelle quantum, qui est reliée à la fréquence de la lumière par E égale h. H, c'est la constante de Planck et nu, c'est la fréquence de la lumière en Hertz. On peut aussi écrire E égale hc sur lambda. H, la constante de Planck, sera donnée
en joules fois seconde. Et donc, quand on multiplie par la fréquence de la lumière qui correspond à des hertz ou des par seconde, on obtient bien une énergie en joules. Ainsi donc, quelle que soit l'intensité de la lumière qu'on envoie, si la particule, le photon, n'a pas une énergie suffisante pour éjecter les électrons du métal, on n'observe pas de courant électrique. Une remarque, les énergies apparaissent souvent en électronvolts, noté EV. Un électronvolt est l'énergie fournie à un électron de charge moins 1,6 10 puissance moins 19 coulombs sous une tension de 1 volt. Un électronvolt est donc égal à 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules et sera donné dans les énoncés. Intéressons-nous aux photons et aux transitions énergétiques dans l'atome. Le photon, c'est la particule associée aux ondes électromagnétiques. Sa masse est nulle, sa charge est nulle, sa vitesse, c'est la vitesse de la lumière dans le vide, et l'énergie d'un photon, c'est h nu ou hc sur lambda. Le photon le plus énergétique est donc celui de plus grande fréquence. Dans notre cas ici, pour la lumière visible, cela correspond à la lumière violette. Une remarque, dans l'état actuel des connaissances, soit la masse du photon est infiniment petite, soit elle est nulle. Par extension, un objet quantique est à la fois une onde et une particule. On a réalisé des expériences d'interférence avec de grosses molécules. Les rayonnements ultraviolets du Soleil sont plus énergétiques que les rayonnements infrarouges produits par la chaleur du corps. Quand on a les ondes électromagnétiques ici, rangées par ordre de fréquence, les ondes radio, les infrarouges, les ultraviolets, les rayons X, les rayons gamma, on a donc les rayonnements classés par énergie croissante de leurs particules. Un rappel sur les niveaux d'énergie de l'atome. Le modèle de l'atome contient le noyau au centre et les électrons placés sur des couches successives. Selon la structure électronique, 1s2, maximum 2 électrons sur la première couche, 2s2, 2p6, maximum 8 électrons sur la deuxième couche, avec les deux sous-couches S et P, 3s2, 3p6, etc. Plus un électron est sur une orbite élevée, et plus son énergie est importante. L'énergie de l'atome est liée à l'énergie de ses électrons. On représentera les niveaux d'énergie de l'atome de cette manière. On représentera l'état fondamental de l'atome lorsque son électron se trouve sur l'orbite la plus basse. Si on lui apporte de l'énergie, il peut orbiter sur des couches supérieures, donc il peut s'éloigner du noyau. On dira que l'atome est dans un état excité. La limite, c'est l'état ionisé de l'atome lorsque l'électron est sorti. L'énergie de l'atome augmente avec la position de l'électron sur son orbite. Les niveaux d'énergie de l'atome sont reflétés dans ses spectres d'émission et d'absorption. Donc ici un spectre d'émission, on émet de la lumière colorée, et ici un spectre d'absorption, on enlève de la lumière, on absorbe des raies particulières sur un spectre contenant toutes les lumières. On va considérer les deux transitions énergétiques, l'absorption d'un photon par l'atome et l'émission d'un photon par l'atome. Dans cette représentation de l'atome, l'électron se trouve sur son orbite la plus basse. Un photon est absorbé, l'électron passe donc à un niveau supérieur. Sur les diagrammes d'énergie, l'atome passe de l'état fondamental à un état excité. On représente l'absorption du photon et la transition énergétique. L'atome passe de l'état E0 à l'état E1. On a donc une variation d'énergie de l'atome qui correspond à son énergie finale, E1, moins l'énergie initiale E0, et qui est exactement égale à h nu, l'énergie du photon absorbé. Sur le spectre d'absorption, on constate qu'on a une raie d'absorption qui correspond exactement à la fréquence du photon absorbé. Dans le cas de l'émission d'un photon, l'atome est initialement dans un état excité. L'électron est sur une orbite supérieure. L'atome va se désexciter, l'électron passe naturellement dans un état plus stable, sur une orbite inférieure, et va émettre un photon d'énergie h nu. Sur le diagramme énergétique, on représentera une flèche qui correspond à la transition d'énergie du niveau E2 par exemple au niveau E1. L'atome passe du niveau E2 au niveau E1 en émettant un photon h nu. La variation d'énergie delta E correspond donc à l'énergie finale E1 moins l'énergie initiale
E2, et en valeur absolue, elle est aussi égale à h nu, l'énergie du photon. Ainsi, on aura un spectre d'émission sur lequel apparaît une raie correspondant exactement à la fréquence nu du photon émis. On généralise. Toutes les transitions énergétiques sont possibles en émission ou en absorption. La variation d'énergie est égale en valeur absolue à l'énergie finale moins l'énergie initiale et est égale à l'énergie du photon émis ou absorbé. Fréquence seuil et travail d'extraction. Pour extraire l'électron de l'atome du métal, il faut lui fournir une énergie E qui est égale à grand phi, qu'on appelle travail d'extraction en joules, et qui correspond à h nu 0, nu 0 étant la fréquence seuil à partir de laquelle l'électron est éjecté du métal. Si on fournit une énergie E' supérieure à phi, alors l'énergie E' peut être écrite comme h nu' est égale à phi, le travail d'extraction, plus EC, l'énergie cinétique de l'électron qui est extrait du métal. Ainsi, pour toutes les fréquences nu' qui sont supérieures à nu 0, les électrons seront éjectés avec une vitesse d'autant plus grande que la fréquence est grande. Si la fréquence nu' est inférieure à nu 0, les électrons restent dans l'atome. Réalisons un petit exercice. On considère un atome d'hydrogène. Quelle est la longueur d'onde du photon émis lorsque l'atome passe du niveau n égale 4 au niveau n égale 2? On donne 1 électron-volt égale 1,6 10 puissance moins 19 joules et H, la constante de Planck, est égale à 6,63 fois 10 puissance moins 34 joules seconde. Donc on passe du niveau 4 au niveau 2. Donc on a une représentation du spectre des niveaux électroniques de l'hydrogène. Sur ce diagramme d'énergie, on a les énergies qui sont notées en électronvolts. Le niveau fondamental correspondant à n égale 1 est à moins 13,6 électronvolts. On s'intéresse au passage du niveau n égale 4 avec moins 0,85 électronvolts au niveau n égale 2 avec moins 3,4 électronvolts. La variation d'énergie correspond donc à moins 3,4 plus 0,85, en valeur absolue, on a 2,55 électronvolts. On peut le convertir en joules, il suffit de multiplier par 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. On obtient 4,08 fois 10 puissance moins 19 joules. Alors on peut trouver la longueur d'onde du photon émis grâce à la relation delta E. La variation d'énergie lors de cette transition est égale à h nu est égale à hc sur lambda. On cherche lambda. On le fait passer par ici et on va diviser hc par delta E. Lambda égale hc divisé par delta E. On remplace par les valeurs h 6,63 fois 10 puissance moins 34 joules fois seconde. C, la vitesse de la lumière, 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Et delta E qu'on avait mis en joules, 4,08 fois 10 puissance moins 19 joules. On trouve 4,88 fois 10 puissance moins 7 mètres, ce qui correspond à 488 nanomètres. Le photon émis est bleu. Un exercice pour travailler sur le travail d'extraction et l'énergie cinétique des électrons extraits d'un métal. On place une lame de zinc sous un rayonnement électromagnétique. Pour une fréquence suffisamment grande, des électrons sont extraits du métal. On nous donne les niveaux d'énergie d'un électron en électronvolts, le niveau d'énergie d'un électron lié au réseau cristallin, c'est-à-dire lié au métal, et le niveau d'énergie d'un électron libre sans énergie cinétique, extrait du métal. La constante de Planck, la vitesse de la lumière dans le vide, la masse d'un électron et un électronvolt en joules. Relevez l'énergie minimale que doit recevoir un électron pour être extrait du métal zinc. Calculez l'énergie cinétique d'un électron extrait de la lame de zinc par un photon de longueur d'onde lambda égale 112 nanomètres. En déduire la vitesse de cet électron. Donc tout d'abord, l'énergie minimale que doit recevoir l'électron, c'est 9,394 électronvolts. L'énergie cinétique d'un électron extrait de la lame de zinc, c'est la différence entre l'énergie qu'il a reçue du photon et l'énergie qu'il a utilisée pour s'extraire du métal. On va donc chercher l'énergie correspondant à ce photon. E, c'est H fois C divisé par lambda.
lambda ici doit être en mètres. On convertit donc 112 nanomètres en mètres, ça nous fait 112 fois 10 puissance moins 9, et on remplace H par sa valeur et C par sa valeur. On trouve que l'énergie du photon, c'est 1,78 fois 10 puissance moins 18 joules. L'énergie du photon est communiquée à l'électron pour l'extraire et lui donner une vitesse. L'énergie du photon, c'est donc l'énergie d'extraction plus l'énergie cinétique. On va mettre toutes les énergies en joules. L'énergie d'extraction en joules, c'est 9,394 fois 1,6 10 puissance moins 19 joules. On trouve 1,5 fois 10 puissance moins 18 joules. Et donc l'énergie cinétique, c'est l'énergie du photon moins l'énergie d'extraction. Et on trouve 2 fois 10 puissance moins 19 joules. La vitesse de l'électron est donnée par EC égale 1/2 de m fois v carré. La vitesse, c'est donc racine de 2EC divisé par m. La masse doit être en kilogrammes. Et lorsqu'on remplace par les données, on trouve 7 fois 10 puissance 5 mètres par seconde. Intéressons-nous au fonctionnement d'une cellule photovoltaïque. Une cellule photovoltaïque produit de l'électricité, c'est-à-dire des déplacements d'électrons à partir de lumière, les photons. Pour alimenter un bâtiment en électricité, on les couple souvent à des batteries qui emmagasinent l'énergie électrique sous forme chimique et à un onduleur qui transforme le courant continu en courant alternatif. Plus le nombre de photons envoyés sur la cellule est grand, plus la lumière est intense, et plus le nombre d'électrons mis en mouvement est grand. L'intensité électrique augmente. Plus la fréquence nue des photons est grande, et plus la vitesse des électrons en mouvement est grande. On rappelle que l'intensité électrique I, c'est la variation de la charge électrique Q au cours du temps dans une portion de circuit. Plus on a d'électrons et plus ils vont vite, plus notre courant sera important. Le rendement de la cellule est A. C'est la puissance électrique utile en watts divisée par la puissance lumineuse reçue en watts. Les rendements actuels des cellules photovoltaïques sont de 20%. Je rappelle aussi que l'énergie en joules, c'est la puissance en watts fois la durée en secondes. Un petit exercice sur les panneaux solaires, c'est un extrait du bac Centre étranger 2025, jour 1. On nous donne les caractéristiques d'un panneau solaire photovoltaïque, ses dimensions en millimètres, la puissance lumineuse reçue qui est égale à E, l'éclairement en watts par mètre carré, fois S, la surface du panneau en mètres carrés, le rendement annoncé 20%, l'éclairement moyen dans la commune où est placé le radar 600 watts par mètre carré. On réalise les mesures de tension et d'intensité du panneau solaire pour différents éclairements E. Qu'on a le schéma électrique, le flux lumineux incident, notre panneau solaire photovoltaïque, la tension aux bornes du panneau solaire photovoltaïque et l'intensité. Et on a les caractéristiques du panneau photovoltaïque. L'intensité qui traverse le circuit en fonction de la tension aux bornes du panneau et la puissance en fonction de la tension aux bornes du panneau. Justifier en utilisant la figure 3 que dans les conditions d'éclairement, la puissance électrique maximale fournie est PM égale 100 watts. Calculer la valeur du rendement du panneau solaire, conclure, c'est-à-dire vérifier que c'est bien 20%. Sur la figure 3, on observe que pour l'éclairement donné dans l'énoncé, 600 watts par mètre carré, on a une puissance maximale qui est égale à 100 watts. Donc lecture graphique. Pour calculer le rendement du panneau solaire, c'est la puissance utile, donc la puissance maximale de notre panneau, divisée par la puissance reçue. Et la puissance reçue par le panneau, c'est la puissance de la lumière. Donc cherchons la puissance lumineuse reçue. On nous a donné l'éclairement en watts par mètre carré, c'est donc une puissance par unité de surface. Donc la puissance reçue, c'est l'éclairement fois la surface, et c'était donné dans l'énoncé. La puissance reçue, c'est 600 watts par mètre carré, fois la surface qui doit être en mètres carrés. Donc on convertit les 850 mm en mètres, c'est-à-dire 850 fois 10 moins 3 mètres. Et pareil pour l'autre dimension qui était 950 mm qu'on convertit en mètres. On trouve une puissance lumineuse reçue de 485 watts. Alors le rendement, c'est
100 watts, la puissance maximale divisée par la puissance reçue, 485 watts. On trouve 2,06 fois 10 puissance moins 1, c'est-à-dire 20,6%. Le rendement est exactement celui annoncé, autour de 20%. Quelques applications utilisant l'interaction photon-matière, des capteurs, tels que la photorésistance, les DEL, les diodes électroluminescentes, et la spectroscopie UV visible. Merci.